Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à une histoire assez folle. Comment, en à peine 10 ans, toute une région du monde a été complètement redessinée. On va plonger au cœur de la chute de l'Empire ottoman pour comprendre la naissance du Moyen-Orient tel qu'on le connaît. Et vous allez voir, c'est une histoire de guerre, de promesses trahies et de frontières tracées dans le sable. Alors, pour bien se rendre compte, il faut faire un petit bond en arrière, en 1914. L'Empire ottoman, à ce moment-là, c'est un géant qui existe depuis des siècles. Un État immense, multiethnique, multireligieux, qui va du sud-est de l'Europe jusqu'à l'Afrique du Nord, en englobant tout le cœur du monde arabe. Des Turcs, des Arabes, des Kurdes, des Arméniens, des Grecs, des Juifs, tout ce monde vit sous la même bannière impériale. Et pourtant, 10 ans plus tard, en 1924, tout ça n'existe plus. C'est fini. L'Empire s'est littéralement évaporé, remplacé par une mosaïque de nouveaux pays, avec des frontières qui, bien souvent, semblent sorties de nulle part. Alors la question, évidemment, c'est comment a-t-on pu en arriver là en si peu de temps? Allez, on remonte le fil. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Le grand catalyseur de tout ce bouleversement, c'est la Première Guerre mondiale. L'entrée de l'Empire ottoman dans ce conflit va être en fait le début de la fin pour lui. Ce qui est fascinant, c'est que c'est un vrai retournement d'alliance. Pendant des décennies, Paris et Londres avaient plutôt soutenu Istanbul pour contrer la Russie. Mais là, en 1914, le gouvernement des jeunes Turcs, qui est au pouvoir, change complètement de stratégie. Il signe une alliance secrète avec l'Allemagne et, quelques mois plus tard, ils passent à l'acte. Ils attaquent la flotte russe en mer Noire. Et voilà, leur sort est scellé, ils sont dans la guerre. Et l'impact humain de cette guerre, il est juste effroyable. Si on regarde proportionnellement à la population, l'Empire ottoman a subi l'un des bilans les plus lourds de tous les pays en guerre. Plus de 4 millions de morts. Et attention, ce chiffre n'inclut pas seulement les soldats tombés au combat, qui sont déjà près de 800 000, mais aussi des millions de civils, fauchés par les combats, la famine, les maladies. Pour les gens, sur le terrain, cette guerre est un cauchemar absolu. Le mot Seferberlik, qui veut juste dire mobilisation, devient le symbole de toutes ces souffrances. En Syrie, par exemple, la situation est apocalyptique. Il y a les réquisitions d'armées, le blocus des Alliés, et pour couronner le tout, une invasion de sauterelles en 1915. Résultat, une famine terrible qui tue jusqu'à un demi-million de personnes. C'est une cicatrice qui ne s'est jamais vraiment refermée. Et pendant que ça se bat sur le terrain, dans les coulisses, les puissances alliées, elles, sont déjà en train de dessiner la suite. Et c'est là que tout devient incroyablement complexe. Parce qu'elles vont faire toute une série de promesses, souvent secrètes, et surtout complètement contradictoires les unes avec les autres. Voilà, là on est au cœur du problème. D'un côté, les Britanniques promettent au shérif Hussein de la Mecque un immense royaume arabe indépendant s'il se révolte contre les Ottomans. Ça, c'est la correspondance Hussein-MacMahon. En même temps, ou presque, ces mêmes Britanniques signent en secret les accords Sykes-Picot avec les Français. Et là, ils se partagent tranquillement ces mêmes terres en zone d'influence. Et comme si ça ne suffisait pas, en 1917, la déclaration Balfour vient promettre un foyer national pour le peuple juif en Palestine. 3 promesses, pour les mêmes territoires qui ne peuvent pas coexister. Le décor des futurs conflits est planté. Au milieu de ce chaos de la guerre totale, un événement d'une brutalité inouïe va se produire. Un événement qui plonge ses racines dans la montée d'un nationalisme turc de plus en plus radical au sein du gouvernement, le génocide des Arméniens. La logique derrière cet acte, elle est glaçante. Les dirigeants jeunes turcs sont traumatisés par la perte des territoires dans les Balkans. Pour eux, l'Anatolie, c'est le dernier bastion du peuple turc. Ils veulent donc mettre en place ce qu'ils appellent une ingénierie démographique, c'est-à-dire rendre cette région ethniquement homogène. La guerre leur offre le prétexte et l'occasion de régler, comme ils disent, la question arménienne. Et ce qui est terrible, c'est de voir à quel point c'est organisé, planifié. Ce ne sont pas juste des violences qui éclatent comme ça, non, c'est un plan méthodique. D'abord, on désarme les soldats arméniens. Ensuite, le 24 avril 1915, on arrête et on assassine des centaines d'intellectuels et de notables à Istanbul. Puis, on fait passer des lois pour autoriser les déportations de masse. Les hommes sont souvent tués sur place. Les femmes, les enfants, les vieillards, eux, sont envoyés dans des marches de la mort vers le désert de Syrie. Là-bas, des camps comme celui de Deir ez-Zor deviennent de véritables mouroirs. Le résultat est une catastrophe humaine absolue. On estime qu'au bas mot, plus de la moitié de la population arménienne de l'Empire, soit bien plus d'1 million de personnes, a été anéantie. Et avec elle, c'est toute la structure multiculturelle de l'Anatolie qui est détruite à jamais. Bon, la guerre est terminée. L'Empire est à terre. Mais l'histoire, elle, est loin d'être finie. Une nouvelle lutte commence. D'un côté, celle des Turcs pour leur souveraineté, et de l'autre, le partage du butin par les puissances européennes. Ce contraste entre les deux traités est saisissant. C'est le jour et la nuit.
Le traité de Sèvres, en 1920, c'est une mise à mort pure et simple. Il ne laisse aux Turcs qu'un tout petit État croupion en Anatolie, sous contrôle étranger, sauf que c'était sans compter sur la résistance nationaliste menée par un certain Mustapha Kemal. Il gagne la guerre d'indépendance et en 1923, il impose un nouveau traité, celui de Lausanne. Et là, Sèvres est jeté à la poubelle et les frontières de la Turquie moderne, souveraine, sont reconnues. D'accord. Mais que fait-on des provinces arabes? Eh bien, on invente un nouveau concept, une sorte de pirouette juridique, le système des mandats. Officiellement, sur le papier, l'idée est d'aider ces communautés à devenir indépendantes, avec la France et la Grande-Bretagne comme tuteurs. Dans la réalité, bien sûr, c'est une forme de domination coloniale qui ne dit pas son nom, adaptée à une époque où l'annexion pure et simple commençait à être mal vue. Et voilà donc à quoi ressemble la nouvelle carte. La France récupère la Syrie et le Liban. La Grande-Bretagne, elle, met la main sur un immense territoire. Elle crée l'Irak et la Transjordanie, où elle place les fils du shérif Hussein pour sauver un peu la face, et elle prend le contrôle direct de la Palestine, avec la mission très compliquée d'y appliquer la déclaration Balfour. Évidemment, ces nouvelles frontières et ces nouveaux régimes ne s'imposent pas comme par magie. Ils installent un nouvel ordre, oui, mais un ordre qui va être contesté dès le premier jour. Et là, tout s'accélère. En l'espace de quelques années à peine, les derniers vestiges de l'ancien monde sont balayés. En Turquie, Mustafa Kemal a aboli le sultanat, puis proclame la République. Et le coup de grâce le plus radical, c'est l'abolition du califat en 1924. Au même moment, en Iran voisin, un coup d'État militaire amène au pouvoir une nouvelle dynastie. C'est vraiment une nouvelle ère qui commence. Il faut bien mesurer l'onde de choc que représente l'abolition du califat. Pendant des siècles, même si ce n'était que symbolique, le calife était une figure d'unité pour les musulmans sunnites du monde entier. Sa disparition crée un vide immense. Et ça ouvre une période de débats très intense sur la place de la religion en politique, des débats qui, d'ailleurs, ne sont toujours pas terminés aujourd'hui. L'autre conséquence, elle est très concrète, très physique. Ces nouvelles frontières, souvent tracées à la règle sur une carte par des diplomates à Londres ou à Paris, elles coupent en deux des routes commerciales, elles séparent des familles, des communautés, elles brisent des liens qui existaient depuis des centaines d'années. Le sud du Liban, par exemple, qui commerçait naturellement avec la Galilée, se retrouve soudainement coupé et obligé de se tourner vers Beyrouth. Et tout ça, ça nous amène à la question finale. Cet ordre politique, né sur les décombres de la Première Guerre mondiale et des calculs des empires, il a maintenant 100 ans. Une bonne partie des conflits, des tensions, des crises identitaires qui secouent le Moyen-Orient aujourd'hui trouvent leur origine directe dans cette décennie de folie. Alors, un siècle plus tard, la question reste entière. Ces frontières, ces États, sont-ils toujours pertinents? Le débat est plus ouvert que jamais.